intergénérationnel. Comment penser l'expérience collaborateur? C'est le thème donc de la prochaine conférence qui est animée par Edenred avec Constance Le Goff, directrice Edenred Engagement, et Nicolas Bergeret, DRH France, Planeta Formation et Université. Je rappelle qu'il y a une session de questions-réponses de 5 minutes à la fin de cette conférence. Donc vous pourrez poser évidemment toutes vos questions. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous, tout le monde m'entend bien? C'est bon? Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté de venir avec nous sur cette conversation sur l'intergénérationnel. Asseyez-vous, il y a encore un petit peu de place devant pour ceux qui veulent s'avancer. Donc pour ceux qui connaissent Edenred, je vais rappeler rapidement. Edenred propose des solutions pour accompagner l'engagement et le bien-être des collaborateurs. Et donc c'est à ce titre que nous échangeons régulièrement avec des DRH. Nous avons 3 types de solutions pour accompagner ces collaborateurs et ces DRH. Les solutions d'avantage aux salariés. Vous connaissez sûrement le ticket restaurant, mais il y a aussi les cartes cadeaux, les tickets CESU, la mobilité. De l'autre côté, pour accompagner les CSE, des logiciels de gestion et pour une marketplace autour du cadeau et du voyage. Et la nouvelle solution autour de l'engagement collaborateur qui propose une solution de communication interne, de bien-être et de reconnaissance pour travailler l'expérience collaborateur. Alors aujourd'hui, je suis très contente de vous recevoir Nicolas et je vais vous laisser vous présenter et présenter l'entreprise que vous accompagnez aujourd'hui. Merci Constance. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis Nicolas Bergeret, je suis le directeur des ressources humaines de la division France de l'entreprise qui s'appelle Planeta Formation et Université. Alors c'est quoi Planeta? Planeta déjà c'est un grand groupe espagnol qui est très connu là-bas puisque c'est le premier éditeur en langue espagnole, de livres en langue espagnole dans le monde. Et qui a 3 activités, édition audiovisuelle et l'activité formation supérieure. Et donc la division France, que j'ai la chance d'accompagner dans la direction des ressources humaines, pilote l'activité de 5 écoles de commerce, 5 écoles de management, EDC qui est à Puteaux, qui est ce qu'on appelait autrefois l'école des cadres, mais c'est plutôt une école plutôt axée sur l'entrepreneuriat. C'est la grande école du groupe Planeta en France. Ensuite, on a SLSK qui est une école plutôt orientée finance et trading marché. Et on a 3 écoles de niche. Une école sur le management du sport qui s'appelle SMS, une école sur le marketing du luxe qui s'appelle Sub de Luxe, et une dernière école qui fait un petit peu office on ne sait pas trop où elle appartient, mais c'est une école extraordinaire qui s'appelle l'école de guerre économique et qui adresse justement les sujets d'intelligence économique. Pendant 20 ans, le jeu a essayé de vendre son activité comme étant un truc essentiel, et maintenant, depuis 1 an et demi, 2 ans, tout le monde se rend compte que l'intelligence économique, c'est un sujet absolument majeur, y compris pour les entreprises qui ne sont pas forcément liées à ces sujets-là. Voilà. Nous représentons presque 330 salariés aujourd'hui sur un modèle donc géré par une holding qui est Planeta Formation France et Université et qui regroupe ces 5 entités qui étaient un peu gérées comme des petites entreprises et qui aujourd'hui on commence à travailler à l'appartenance à un grand groupe et avec une relation beaucoup plus proche avec le siège en Espagne. Alors, vous nous avez présenté votre entreprise. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous présenter vos équipes, les fameux salariés dont vous avez la charge? Alors, sur les 300, presque 20 salariés, on a donc évidemment, on est une entreprise, on est une société qui fournit de la formation. Donc, nous avons des enseignants et notamment des enseignants-chercheurs, puisque c'est le modèle dans nos entreprises, dans nos écoles en France. Le modèle de recherche est important parce que ça nous permet de justifier des accréditations, qu'elles soient françaises ou internationales, pour valider nos diplômes et les formations qu'on propose à nos étudiants. Donc, on a des enseignants-chercheurs, on a toute une partie qui gère la partie académique, la pédagogie, la scolarité, tout ce qui est la vie des étudiants au sein de nos écoles. Et puis après, de façon assez traditionnelle, on ne va pas inventer l'eau chaude, on a une partie commerciale, en tout cas les admissions, en tout cas les gens qui s'occupent d'aller chercher nos étudiants, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un secteur qui est en forte concurrence. Et puis ensuite, les fonctions classiques que sont les fonctions administratives, juridiques, financières évidemment, le marketing aussi qui est hyper important dans notre modèle, et les ressources humaines bien évidemment que je représente. Et alors, ce sujet de l'intergénérationnel, qu'est-ce qu'il représente pour vos équipes et pour vous au quotidien? Alors, je vais faire une petite boutade parce que c'est marrant parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'on me interroge sur ce sujet en réalité. J'avais pas l'impression que l'activité de Planeta pouvait représenter effectivement un sujet intergénérationnel. Et en fait, depuis que vous m'en avez parlé, je me suis dit mais ça me semble super évident.
D'abord parce que le modèle même de l'entreprise, on va aller chercher des jeunes gens, pour certains qui sortent du bac, donc qui ont à peine 18 ans, et qui vont se retrouver dans des salles de cours avec des enseignants, voire des enseignants-chercheurs, des gens qui ont fait des études longues, qui travaillent depuis longtemps sur leur domaine d'expertise, et qui forcément auront peut-être une difficulté aussi de justifier leur capacité à pouvoir enseigner un thème ou un sujet spécifique, parce que peut-être qu'ils sont identifiés comme étant un peu trop âgés ou pas plus forcément complètement à la page. Donc en fait, oui, c'est véritablement un sujet essentiel. Donc en fait, on est véritablement dans ce modèle-là chez nous. C'est-à-dire qu'on a effectivement dans les populations enseignantes, et alors je vais passer les populations de cadres dirigeants qui sont évidemment, comme souvent, plutôt des populations un peu plus âgées. Mais chez les enseignants, on a des gens qui sont un peu plus expérimentés, un peu plus âgés. Et on a, d'autre côté, dans les populations commerciales et les personnes qui s'occupent de tout ce qui est académique et pédagogique, plutôt des jeunes gens. Donc, en fait, comment on fait pour faire travailler ces gens-là ensemble et de quelle façon on s'appuie sur les singularités, les spécificités et les talents de chacun. Et pour moi, en fait, à bien y réfléchir, je me suis dit que finalement, ce sujet de l'intergénérationnalité, je ne sais pas si c'est un mot qui existe en français, mais en tout cas ce sujet-là, il est absolument essentiel parce que c'est un sujet de diversité en réalité. On parle beaucoup de diversité sur diversité homme-femme, sur diversité des origines, etc. Mais le sujet générationnel, c'est un sujet de diversité et qu'on peut tout à fait adresser comme tel parce que c'est un sujet qui permet à l'entreprise d'être plus performante, d'être plus en phase avec son monde et de pouvoir faire en sorte qu'on a des gens qui font société dans une même entité. D'ailleurs, vous m'aviez dit quand on avait préparé un peu cet entretien qu'effectivement c'est particulier, toute la journée, indépendamment des collaborateurs, vous croisez les étudiants dans les couloirs qui vous prennent pour le prof de service. Donc ça aussi, c'est une intergénérationnalité dans le cadre du travail, dans le cadre non pas de son collègue, mais du public qu'on accueille, voire là qu'on forme. Donc il y a aussi cette notion de transmission qui est très forte dans la mission de votre université. Oui, c'est exactement ça. Alors c'est vrai de rencontrer des étudiants, des jeunes gens entre 18 et 25 ans, ça nous challenge nous aussi, nous les anciens. On va essayer d'être un petit peu, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour que nos enseignants-chercheurs soient pertinents face aux jeunes gens, il faut qu'on soit meilleurs nous aussi. Et effectivement, on va avoir ce sujet en tête en permanence en réalité, et il va rejaillir sur l'intégralité de l'activité et de l'organisation pour faire en sorte qu'on arrive à capitaliser autant sur la connaissance, le savoir, l'expérience de nos anciens et la capacité à nos jeunes gens, que ce soit nos étudiants, mais ensuite du coup nos collaborateurs et nos collaboratrices, à pouvoir apporter aussi ce qu'eux savent apporter aussi et dont ils n'ont pas forcément conscience. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à se dire, on a des anciens qui ont l'impression d'avoir la science infuse, et sans doute qu'ils l'ont, et on a des jeunes gens qui n'ont pas forcément conscience de leur capacité et de ce qu'ils peuvent apporter justement à la performance et à l'équilibre dans l'entreprise en fait. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'initiative que vous avez mise en place pour travailler cette transmission ou ces initiatives entre les différentes personnes? Alors, ça va se jouer sur deux aspects. Le premier, ça va surprendre personne, c'est le sujet du onboarding. Il est évident que le onboarding est un sujet absolument majeur et dans notre entreprise, on a quand même un turnover qui est assez élevé, notamment dans les populations commerciales. C'est plutôt une population volatile, c'est une population qu'on sait qui est plutôt apte à aller chercher le premier contrat plus favorable en termes financiers que celui qu'on vous propose. Et donc, on a des sujets de turnover qui sont importants. Donc, sur le onboarding, on a mis en place un dispositif qui fait qu'on systématise le mentor, on systématise le sujet, ce qu'on appelle le buddy, pour employer un anglicisme. Et ce buddy, il est évidemment, il fait partie des équipes, mais si on a la capacité dans les équipes de trouver quelqu'un qui effectivement a davantage d'expérience, ce sera lui qui va jouer ce rôle de buddy, ce rôle de mentor. Et d'un autre côté, le mentorat s'exerce aussi au niveau de l'enseignement. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que l'enseignement et la recherche surtout, les actions de recherche qui sont menées par nos enseignants, bien souvent et la plupart du temps même, les articles sont construits à plusieurs. Ils sont faits à plusieurs mains. Et comment se construisent en fait les équipes qui rédigent ces articles? On se rend compte qu'à chaque fois, on a un jeune enseignant, voire un doctorant qui est en phase d'obtenir son diplôme, et puis avec lui, quelqu'un qui est nettement plus expérimenté, plus âgé évidemment. Et donc, on va avoir un échange super constructif et qui va véritablement alimenter le travail de recherche et du coup la production de la recherche.
avec cet échange permanent qu'il peut y avoir entre les idées fraîches, les envies d'innovation que peuvent apporter les jeunes enseignants et la capacité à pouvoir capitaliser sur son expérience et sur ses compétences quand on est un enseignant-chercheur expérimenté. Ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que au-delà de la génération différente, en fait, il y a des personnes qui, dans leur quotidien, sont habituées à collaborer. Vous parliez des chercheurs entre générations, mais entre différentes personnes sur un même sujet, ce qui est peut-être moins le cas sur vos profils que moi j'appelle plus administratifs, qui vont faire tourner la boutique, et moins sur la partie chercheur. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de se dire que les différences de génération, c'est une des différences, mais qu'il y en a plein d'autres qui permettent soit de séparer les gens, soit au contraire de les rassembler sur des centres d'intérêt particuliers, sur des manières de travailler. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé avec vos populations plus administratives? Vous avez parlé des commerciaux, mais il y a aussi la DRH, la finance, tout ça. Est-ce que le fait d'être en proximité avec ce monde de la recherche, avec ce public accueilli qui est jeune, est-ce que ça change quelque chose dans ce que vous leur proposez, dans leur culture managériale, dans leur manière de se remettre en question? On va pas se mentir, c'est moins facile, évidemment. Alors, je voudrais déjà commencer par évoquer quand même ma position vis-à-vis de ce sujet, parce que je sais qu'on a beaucoup de littérature sur le sujet des générations X, Y, Z, je ne sais pas pourquoi on les appelle comme ça d'ailleurs. Moi, j'adhère pas du tout à cette idée qu'on va mettre les générations en concurrence. D'ailleurs, je trouve ça hyper réducteur. De tout temps, on a toujours eu de toute façon des jeunes gens qui ont travaillé avec des gens plus âgés, et à l'inverse, des gens qui se disent « Ah, mais c'est qui ce jeune pour qui il se prend pour me donner des leçons ?» Et en face, on va avoir une personne plus jeune qui va dire « Bah, le vieux Groland, qu'est-ce qu'il fait là? Il est temps qu'il s'en aille. » Donc, non, c'est surtout pas le modèle qu'on veut faire passer. Vous avez tout à fait raison, Constance. Le fait d'être en permanence alimenté, challengé par la jeunesse de nos étudiants, fait qu'on a comment je pourrais dire, cette agilité d'esprit. Je pense qu'elle véritablement, elle insuffle vraiment l'ensemble des populations et tous les collaborateurs de l'entreprise. Mais c'est vrai que tout ce qui est fonction support, fonction administrative, c'est plus compliqué. On est sur un modèle hiérarchique plus classique, avec des gens qui ont obtenu des promotions sur des postes de manager parce que ils ont performé, ils ont été plutôt bons dans leur métier au départ. Donc en fait, mon travail, ça va se jouer là-dessus. Ça va se jouer sur l'idée de se dire que on n'est pas forcément manager parce qu'on a été bon dans son travail. On va être manager parce qu'on a envie d'être manager et qu'on a envie d'accompagner ses équipes, on a envie de les faire grandir, on a envie de performer et on a envie de contribuer de façon différente que par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et comme on dit toujours, on peut être un super professionnel dans son métier, puis un très moyen manager. Donc vraiment, le travail là-dessus, ça va vraiment se jouer là-dessus. Comme on est sur un niveau de hiérarchie qui est plus classique, et donc forcément qui va s'articuler autour des âges et autour des générations, donc le boulot, ça va être de faire en sorte que le manager n'incarne pas justement la ancienne génération et la personne à l'ancienne, mais qui justement il soit le plus possible connecté à son équipe, lié à son équipe, et que son équipe puisse l'alimenter, vraiment infuser par en bas une capacité de pouvoir performer, de pouvoir aller de l'avant. Alors pour élargir justement l'élargissement du sujet lui-même, vous êtes vous dans un groupe international avec un fort tropisme en Espagne, c'est dans votre nom et puis vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez des retours d'expérience de comment les autres pays, donc vos collègues dans les autres pays, gèrent ce sujet de l'intergénérationnel? Et finalement, est-ce qu'il y a plus de points communs entre, si je schématise, des jeunes en France et des jeunes en Espagne, ou les collègues en France d'un côté, les collègues en Espagne de l'autre, ou est-ce que de toute façon c'est une histoire de culture d'entreprise et donc c'est ceux qui travaillent dans ces groupements d'universités et d'écoles versus le reste du monde? C'est quoi finalement le dénominateur commun ou les clichés qui se vérifient quand même un petit peu? Le dénominateur commun, c'est vraiment le secteur. C'est vraiment le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est quelque chose qui anime tout le monde et qui fait qu'on se retrouve vraiment dans cette capacité à pouvoir transmettre. Vraiment le sujet, au-delà de vendre de la formation, que ça paraît très évident, en plus même le fait de le dire, ça paraît pas très joli. Le simple fait de proposer de la formation effectivement aux étudiants, c'est quelque chose qui anime profondément toutes les équipes et qui est vraiment infusé au sein de tout le groupe. Donc ça, c'est ce qui va nous rassembler, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, au Maghreb, voire même en Amérique latine, puisqu'on a une grosse activité en Amérique latine. Les différences, ça va être vraiment plutôt de la différence de culture. Et là, on s'en rend compte véritablement avec l'Espagne. Moi, je me rends compte maintenant vraiment avec l'Espagne. Il y a un sujet d'acculturation qui est fort. La relation managériale n'est pas la même.
l'appréhension de la façon dont on va travailler. Je prends un exemple. Hein. Nous, en France, on a quand même une forme de souplesse sur les horaires. On est relativement à l'aise. On se dit on peut arriver, je sais pas, entre 8h30 et 9h30. Enfin, je schématise un petit peu, mais c'est un peu comme ça. Il y a une vraie rigueur en Espagne, par exemple. Et d'ailleurs, mes collègues en Espagne me disent toutes que ça, c'est quand même vachement lourd. On aimerait bien avoir un peu de souplesse. À chaque fois, on se fait taper dessus parce qu'on arrive à 8h35. Donc voilà, ça, c'est un exemple comme un autre. Mais vraiment, c'est le sujet de la culture. Et donc ça, c'est le sujet majeur que vous évoquez, c'est la culture. Donc, moi, c'est un sujet qui m'interroge énormément parce que finalement, qu'est-ce qui lie des générations différentes, hormis le secteur d'activité que je viens d'évoquer? Ce qui lie, c'est quoi? C'est le fait de faire société. C'est le fait de se retrouver tous ensemble autour de quelques murs, autour d'une table, avec des missions communes, avec des valeurs communes. Comment on partage ces valeurs? Comment on les exprime? Comment on les traduit? Comment les personnes qui arrivent, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, adhèrent à ces valeurs? De quelle façon elles peuvent justement, même avant d'arriver, comprendre quelles sont ces valeurs et comment on va s'impliquer dans l'entreprise? Ça, c'est vraiment un sujet majeur. Et ça, c'est un sujet intergénérationnel, mais pas pour les mettre en opposition, mais vraiment pour les rassembler. Donc ça rejoint ce sujet-là, moi, qui me touche énormément, qui est le sujet de faire société. Une société, c'est le dernier endroit aujourd'hui où finalement, on est tous ensemble. Et dans nos différences, dans nos singularités, on se retrouve tous ensemble et on arrive quand même finalement, avec nos différences, nos disparités, parfois quelques difficultés relationnelles, etc., comment on arrive quand même à faire en sorte qu'on a une entreprise, une activité qui avance, qui performe et qui réalise des belles choses, comme, pour ce qui nous concerne, l'éducation et l'enseignement et donner des métiers finalement aux jeunes gens qui sortent du parcours scolaire. Donc voilà, ça c'est vraiment un sujet majeur. Et pour moi, je trouve que je vais vraiment vous remercier, vous Constance et Edenred, de m'avoir sollicité là-dessus parce que ça m'a permis moi d'avoir cette réflexion. C'est quelque chose, on n'a pas forcément la capacité de le conscientiser quand on travaille au quotidien dessus. Mais je pense qu'on a matière véritablement à réflexion à ça. Qu'est-ce qui va faire que on se retrouve tous dans nos différences, dans nos cultures, dans nos expériences, et donc dans nos générations, qu'est-ce qui va faire qu'on va se retrouver tous ensemble à avoir un projet commun et à faire en sorte qu'on le réalise. Et ça, pour moi, l'intergénérationnalité, c'est absolument essentiel parce qu'on va avoir un mélange de compétences, d'expériences, de connaissances et surtout de challenge en interne qui est absolument essentiel pour faire que ça fonctionne, quoi. Donc là, on a un sujet de culture très très fort. Donc comment on l'adresse? Il va falloir faire une conférence un peu plus longue pour se traiter du sujet de la culture d'entreprise. C'est très encourageant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on partait de clichés un peu faciles qui reflètent aussi des attentes et des moments de vie un peu différents. Mais là où vous avez raison, c'est qu'on se retrouve sur finalement le projet commun. On a parlé de culture, mais aussi finalement ce qu'on va faire ensemble. Et on sait que dans les pyramides, on aime beaucoup chez Edenred la pyramide des besoins fondamentaux de Maslow. Et on sait qu'évidemment, il faut nourrir les besoins physiologiques, les besoins de sécurité et de sûreté, mais que si on veut vraiment aller jusqu'au bout de l'accomplissement, l'épanouissement, pour que chacun puisse être pleinement lui-même, se sentir bien, être le plus performant possible, il faut aller aussi travailler ce sentiment d'appartenance, la connexion entre les personnes, le besoin d'estime, et d'autant plus pour les jeunes collaborateurs. On s'est rendu compte par une étude internationale qu'on a menée chez Edenred auprès de 1000 entreprises dans le monde, dont 250 en France, que ces besoins sont très importants pour les jeunes générations, pour schématiser pour les moins de 40 ans. Et les besoins physiologiques et de sécurité restent évidemment nécessaires, mais pas suffisants pour aller embarquer tout le monde. Et on encourage de plus en plus les entreprises, et j'imagine que vous en faites partie, à travailler ces fondamentaux. Vous venez d'en parler, sur le projet commun qui va permettre d'embarquer les jeunes, mais aussi les moins jeunes, pour réunir tout le monde sur ces clés-là. Et ça, c'est vraiment hyper encourageant, je trouve, sur le monde du travail, d'autant plus vous qui travaillez sur le monde de demain en général, en formant des jeunes et des centaines de jeunes chaque année. C'est notre obligation en tant qu'employeur, c'est notre obligation même morale
de faire en sorte que chacun se retrouve et trouve un intérêt dans son travail, et qu'on soit jeune, moins jeune. Si on est moins jeune, on va essayer de se projeter davantage. Donc, comment offrir justement dans l'entreprise des dispositifs qui permettent à tout le monde de se retrouver, de pouvoir s'inscrire sur le court, le moyen ou le long terme dans l'entreprise et d'y trouver son intérêt. C'est vraiment notre obligation à nous. C'est ce que j'évoquais là sur ce sujet de faire société, qui est absolument essentiel. Et moi, je suis vraiment très sensible à ce sujet-là et j'essaie de travailler énormément là-dessus. Donc, grâce à certains, notamment partenaires avec lesquels on va travailler là-dessus. Eh ben, belle cause qui vous oblige, et je viendrai aux nouvelles pour voir ce que ça a changé dans votre quotidien. Il nous reste 5 minutes, et donc c'est le bon moment pour ouvrir les questions à la salle. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées, ça vous a peut-être interrogé parfois. Est-ce que quelqu'un veut interroger mon interlocuteur ou moi-même? Si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à lever haut la main, comme ça on viendra vous ramener un micro. Alors, est-ce qu'il y a des questions, monsieur? Bonjour, merci pour votre attention d'abord. Je voulais vous poser une question pour un conseil que vous pourriez donner pour une entreprise qui aurait plus de 75% de nouvelle génération. Donc, quels seraient vos conseils primordiaux? Alors, je pense qu'il y a un sujet quand même qui est intéressant. Alors, dans votre question, super intéressant, parce que ce qu'on a vu, si on devait prendre par exemple un modèle de type entreprise jeune, start-up, etc., sans trop schématiser, on s'est rendu compte qu'on avait quand même de plus en plus de start-up, celles qui arrivent à croître et qui arrivent à tenir et à devenir rentables, qui finalement intégraient des collaborateurs qui étaient plus âgés. Et l'idée, c'est d'arriver effectivement à avoir une stratégie, de se dire, on va aussi s'appuyer sur davantage de personnes expérimentées, davantage j'allais dire de sagesse, bien grand mot, parce que les jeunes peuvent être très sages aussi, mais davantage d'assises intellectuelles qui permet d'alimenter ça. Si on l'a pas, si on n'y va pas vers ça, pour moi, il faut jouer sur le management. Ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, je pense qu'on doit s'appuyer véritablement sur le rôle de manager, qui est absolument essentiel. Lui dire qu'il fait plus son travail comme il le faisait très très bien avant. C'est un autre métier, ou en tout cas une autre façon d'aborder son métier. Et son rôle à lui, justement, c'est d'arriver à avoir cette vision un peu plus macro, un peu plus large, un peu plus 360, pour identifier les problématiques liées au sujet de génération dans l'entreprise. Moi, je suis convaincu véritablement que la diversité dans les générations, c'est ce qui va faire que l'entreprise va performer. On peut démarrer au début avec des jeunes gens, mais on ne va pas pouvoir s'interdire à un moment donné d'imaginer de pouvoir aussi intégrer des gens un peu plus âgés. Je pense que nos entreprises et nos organisations s'inscrivent aussi dans la société, et qu'en fait, la diversité qu'on ne va pas trouver dans ses collègues, je pense qu'il faut aller la chercher par ailleurs en allant interroger tout le monde. Sinon, on loupe une partie des sujets de société et dans lesquels on s'inscrit. Donc, ça peut être aussi une piste de s'ouvrir via d'autres liens que par le lien uniquement salarial. Est-ce qu'il y a une dernière question, madame, devant? Juste. Est-ce que vos jeunes collaborateurs sont, d'après vous, assez préparés à la vie active, d'une part, et est-ce qu'il faudrait peut-être les préparer à cette vie active? On n'aura pas assez de temps pour répondre à cette question. C'est un sujet super important, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux vous répondre? Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce qu'en réalité, mon prisme est trop étroit. Ce serait finalement bien prétentieux de ma part de pouvoir vous dire est-ce qu'ils sont bien ou mal préparés. En revanche, c'est un sujet essentiel qu'on essaie de traiter dans nos programmes de formation, puisqu'on a fait véritablement évoluer les programmes au fil du temps, où on se rendrait compte que finalement, de passer d'une formation très technique, il a fallu intégrer tout un tas d'éléments beaucoup plus sociétaux ou sociaux ou de comportement. On a des services aujourd'hui dans nos écoles qui accompagnent les étudiants justement à cette posture, à être un peu plus préparés à affronter le monde du travail. Donc sans doute que ça répond à votre question. Le fait d'avoir mis en place, d'avoir fait évoluer nos programmes dans ce sens-là, peut-être effectivement c'est parce qu'on a constaté qu'il y avait quand même une difficulté d'adaptation au monde du travail. Mais d'abord c'est pas nouveau.
ce qui est nouveau, c'est la prise en considération. Donc, merci d'avoir posé cette question. Et aussi parce que la société va tellement vite aujourd'hui on donne moins le temps aussi aux jeunes gens de pouvoir arriver dans l'entreprise et s'intégrer. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas tant de savoir s'ils sont préparés ou pas, c'est de se dire quel temps on leur donne pour le faire, de quelle façon on peut les accompagner pour qu'ils soient bien intégrés dans l'entreprise. Et ben ça, le sujet de la génération, ça y répond aussi. Écoutez, Merci Nicolas, rapidement, ouais, allez-y. merci beaucoup. Je crois que le temps nous est compté. Tout à fait. Je vous remets notre livre blanc, Diversité des parcours, singularité des attentes et défis intergénérationnels. Un peu de lecture sociologique, Merci, Constance. un peu Parfait. de partage d'expérience. Vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez ou venir en chercher un exemplaire imprimé sur notre stand, tout droit, juste après Paul. Merci beaucoup, Nicolas, Merci, Constance. d'avoir partagé ça. Merci à vous. Merci à Et vous. nous Merci sommes à à toutes et votre à tous. Merci disposition beaucoup. si vous voulez continuer à échanger. Merci.